Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La débâcle. Par Émile Zola. Première partie. Chapitre 1. À 2 kilomètres de Mulhouse, vers le Rhin, au milieu de la plaine fertile, le camp était dressé. Sous le jour finissant de cette soirée d'août au ciel trouble, traversé de lourds nuages, les tentes-abris s'alignaient, les faisceaux luisaient, s'espaçaient régulièrement sur le front de Bandières, tandis que, fusils chargés, les sentinelles les gardaient immobiles, les yeux perdus là-bas, dans les brumes violâtres du lointain horizon qui montait du grand fleuve. On était arrivé de Belfort, vers 5 heures. Il en était cuite, et les hommes venaient seulement de toucher les vivres. Mais le bois devait s'être égaré, la distribution n'avait pu avoir lieu. Impossible d'allumer du feu, et de faire la soupe. Il avait fallu se contenter de mâcher à froid le biscuit, qu'on arrosait de grands coups d'eau-de-vie, ce qui achevait de casser les jambes, déjà molles de fatigue. 2 soldats pourtant, en arrière des faisceaux, près de la cantine, s'entêtaient à vouloir enflammer un tas de bois vert, de jeunes troncs d'arbres, qu'ils avaient coupés avec leurs sabres-baïonnettes, et qui refusaient obstinément de brûler. Une grosse fumée noire et lente montait dans l'air du soir, d'une infinie tristesse. Il n'y avait là que 12 000 hommes, tout ce que le général Félix Douay avait avec lui du 7e corps d'armée. La première division, appelée la veille, était partie pour Freuchwiller. La 3e se trouvait encore à Lyon, et il s'était décidé à quitter Belfort, à se porter ainsi en avant avec la 2e division, l'artillerie de réserve, et une division de cavalerie, incomplète. Des feux avaient été aperçus à l'Aurac. Une dépêche du sous-préfet de Schelestadt annonçait que les Prussiens allaient passer le Rhin à Markolsheim. Le général, se sentant trop isolé à l'extrême droite des autres corps, sans communication avec eux, venait de hâter d'autant plus son mouvement vers la frontière, que, la veille, la nouvelle était arrivée de la surprise désastreuse de Wissembourg. D'une heure à l'autre, s'il n'avait pas lui-même l'ennemi à repousser, il pouvait craindre d'être appelé, pour soutenir le premier corps. Ce jour-là, ce samedi d'inquiète journée d'orage, le 6 août, on devait s'être battu quelque part, du côté de Freuchwiller. Cela était dans le ciel anxieux et accablant. De grands frissons passaient, de brusques souffles de vent, chargés d'angoisse. Et depuis 2 jours, la division croyait marcher au combat, les soldats s'attendaient à trouver les Prussiens devant eux, au bout de cette marche forcée de Belfort à Mulhouse. Le jour baissait, la retraite partit d'un coin éloigné du camp, un roulement des tambours, une sonnerie des clairons, faible encore, emportée par le grand air. Et Jean Macquart, qui s'occupait à consolider la tente, en enfonçant les piquets davantage, se leva. Au premier bruit de guerre, il avait quitté Rognes, tout saignant du drame où il venait de perdre sa femme Françoise et les terres qu'elle lui avait apportées. Il s'était réengagé à 39 ans, retrouvant ses galons de caporal, tout de suite incorporé au 106e régiment de ligne, dont on complétait les cadres, et parfois, il s'étonnait encore de se revoir avec la capote aux épaules. Lui qui, après Solferino, était si joyeux de quitter le service, de n'être plus un traîneur de sabre, un tueur de monde. Mais quoi faire? Quand on n'a plus de métier, qu'on n'a plus ni femme ni bien au soleil, que le cœur vous saute dans la gorge de tristesse et de rage. Autant vaut-il cogner sur les ennemis, s'ils vous embêtent. Et il se rappelait son cri, « Ah, bon sang !» Puisqu'il n'avait plus de courage à la travailler, il la défendrait, la vieille terre de France. Jean, debout, jeta un coup d'œil dans le camp, où une agitation dernière se produisait, au passage de la retraite. Quelques hommes couraient. D'autres, assoupis déjà, se soulevaient, s'étiraient d'un air de lassitude irritée. Lui, patient, attendait l'appel, avec cette tranquillité d'humeur, ce bel équilibre raisonnable, qui faisait de lui un excellent soldat. Les camarades disaient qu'avec de l'instruction, il serait peut-être allé loin. Sachant tout juste lire et écrire, il n'ambitionnait même pas le grade de sergent.
Quand on a été paysan, on reste paysan. Mais la vue du feu de bois vert qui fumait toujours, l'intéressa, et il interpella les deux hommes en train de s'acharner, Loubet et la Poule, tous deux de son escouade. « Lâchez donc ça, vous nous empoisonnez. » Loubet, maigre et vif, l'air farceur, ricanait. « Ça prend, caporal, je vous assure, souffle donc toi. » Et il poussait la Poule, un colosse, qui s'épuisait à déchaîner une tempête, de ses joues enflées comme des outres, la face congestionnée, les yeux rouges et pleins de larmes. Deux autres soldats de l'escouade, Chouteau et Pache, le premier étalé sur le dos, en fainéant qui aimait ses aises, l'autre accroupi, très occupé à recoudre soigneusement une déchirure de sa culotte, éclatèrent, égayés par l'affreuse grimace de cette brute de la Poule. « Tourne-toi, souffle de l'autre côté, ça ira mieux, » cria Chouteau. Jean les laissa rire. On n'allait peut-être plus en trouver si souvent l'occasion. Et lui, avec son air de gros garçon sérieux, à la figure pleine et régulière, n'était pourtant pas pour la mélancolie, fermant les yeux volontiers quand ces hommes prenaient du plaisir. Mais un autre groupe l'occupa, un soldat de son escouade encore, Maurice Levasseur, en train depuis 1 heure bientôt, de causer avec un civil, un monsieur roux d'environ 36 ans, une face de bon chien, éclairé de 2 gros yeux bleus à fleur de tête, des yeux de myope qu'il avait fait réformer. Un artilleur de la réserve, maréchal des logis, l'air crâne et d'aplomb avec ses moustaches et sa barbiche brune, était venu les rejoindre, et tous les trois s'oubliaient là, comme en famille. Obligeamment, pour leur éviter quelque algarade, Jean crut devoir intervenir. « Vous feriez bien de partir, monsieur. Voici la retraite, si le lieutenant vous voyait. » Maurice ne le laissa pas s'achever. « Restez donc, Weiss. » Et sèchement, au caporal. « Monsieur est mon beau-frère. Il a une permission du colonel, qu'il connaît. » De quoi se mêlait-il ce paysan, dont les mains sentaient encore le fumier? Lui, reçu avocat au dernier automne, engagé volontaire que la protection du colonel avait fait incorporer dans le 106e, sans passer par le dépôt, consentait bien à porter le sac, mais dès les premières heures, une répugnance, une sourde révolte l'avait dressé contre cet illettré, ce rustre qui le commandait. « C'est bon, » répondit Jean de sa voix tranquille, « faites-vous empoigner, je m'en fiche. » Puis il tourna le dos, en voyant bien que Maurice ne mentait pas, car le colonel, M. de Vineuil, passait à ce moment de son grand air noble, sa longue face jaune coupée de ses épaisses moustaches blanches, et il avait salué Weiss et le soldat d'un sourire. Vivement, le colonel se rendait à une ferme que l'on apercevait sur la droite, à 200 ou 300 pas, parmi des pruniers, et où l'état-major s'était installé pour la nuit. On ignorait si le commandant du 7e corps se trouvait là, dans l'affreux deuil dont venait de le frapper la mort de son frère, tué à Wissembourg. Mais le général de brigade Bourguin des Feuilles, qui avait sous ses ordres le 106e, y était sûrement, très braillard comme à l'ordinaire, roulant son gros corps sur ses courtes jambes, avec son teint fleuri de bon vivant que son peu de cervelle ne gênait point. Une agitation grandissait autour de la ferme, des estafettes partaient et revenaient à chaque minute, toute l'attente fébrile des dépêches, trop lentes, sur cette grande bataille que chacun sentait fatale et voisine depuis le matin. Où donc avait-elle été livrée, et quels en étaient à cette heure les résultats? À mesure que tombait la nuit, il semblait que sur le verger, sur les meulles éparses autour des étables, l'anxiété roula, s'étala en un lac d'ombre. Et l'on disait encore qu'on venait d'arrêter un espion prussien rôdant autour du camp, et qu'on l'avait conduit à la ferme, pour que le général l'interrogeât. Peut-être le colonel de Vineuil avait-il reçu quelque télégramme, qu'il courait si fort. Cependant, Maurice s'était remis à causer avec son beau-frère Weiss et son cousin Honoré Fouchard, le maréchal des logis. La retraite, venue de loin, peu à peu grossie, passa près d'eux, sonnante, battante, dans la paix mélancolique du crépuscule, et ils ne semblèrent même pas l'entendre. Petit-fils d'un héros de la Grande Armée, le jeune homme était né,
au chêne populeux, d'un père détourné de la gloire, tombé à un maigre emploi de percepteur. Sa mère, une paysanne, avait succombé en les mettant au monde, lui et sa sœur jumelle Henriette, qui toute petite l'avait élevé. Et s'il se trouvait là, engagé volontaire, c'était à la suite de grandes fautes, toute une dissipation de tempérament faible et exalté, de l'argent qu'il avait jeté au jeu, aux femmes, aux sottises de paris dévorateurs, lorsqu'il y était venu terminer son droit, et que la famille s'était saignée pour faire de lui un monsieur. Le père en était mort. La sœur, après s'être dépouillée, avait eu la chance de trouver un mari, cet honnête garçon de Weiss, un Alsacien de Mulhouse, longtemps comptable à la raffinerie générale du chêne populeux, aujourd'hui contremaître chez M. de la Herche, un des principaux fabricants de draps de Sedan. Et Maurice se croyait bien corrigé, dans sa nervosité prompte à l'espoir du bien comme au découragement du mal, généreux, enthousiaste, mais sans fixité aucune, soumis à toutes les sautes du vent qui passe. Blond, petit, avec un front très développé, un nez et un menton menus, le visage fin, il avait des yeux gris et caressants, un peu fous parfois. Weiss était accouru à Mulhouse, à la veille des premières hostilités, dans le brusque désir d'y régler une affaire de famille, et s'il s'était servi, pour serrer la main de son beau-frère, du bon vouloir du colonel de Vineuil, c'était que ce dernier se trouvait être l'oncle de la jeune Madame de la Herche, une jolie veuve épousée l'année d'auparavant par le fabricant de draps, et que Maurice et Henriette avaient connu gamine, grâce à un hasard de voisinage. D'ailleurs, outre le colonel, Maurice venait de retrouver dans le capitaine de sa compagnie, le capitaine Baudouin, une connaissance de Gilberte, la jeune Madame de la Herche, un ami à elle, intime disait-on, lorsqu'elle était à Mézières, Madame Maginot, femme de M. Maginot, inspecteur des forêts. « Embrassez bien Henriette pour moi », répétait à Weiss le jeune homme, qui aimait passionnément sa sœur. « Dites-lui qu'elle sera contente, que je veux la rendre enfin fière de moi. » Des larmes lui emplissaient les yeux, au souvenir de ses folies. Son beau-frère, ému lui-même, coupa court en s'adressant à Honoré Fouchard, l'artilleur. « Et dès que je passerai à Remilly, je monterai dire à l'oncle Fouchard que je vous ai vu et que vous vous portez bien. » L'oncle Fouchard, un paysan, qui avait quelques terres et qui faisait le commerce de boucher ambulant, était un frère de la mère d'Henriette et de Maurice. Il habitait Remilly, en haut, sur le coteau, à 6 kilomètres de Sedan. « Bon, » répondit tranquillement Honoré, « le père s'en fiche, mais allez-y tout de même, si ça vous fait plaisir. » À cette minute, une agitation se produisit, du côté de la ferme, et ils en virent sortir, libre, conduit par un seul officier, le rôdeur, l'homme qu'on avait accusé d'être un espion. Sans doute, il avait montré des papiers, conté une histoire, car on l'expulsait simplement du camp. De si loin, dans l'ombre naissante, on le distinguait mal, énorme, carré, avec une tête roussâtre. Pourtant, Maurice eut un cri. « Honoré, regarde donc, on dirait le Prussien, tu sais Goliath. » Ce nom fit sursauter l'artilleur. Il braqua ses yeux ardents. Goliath Steinberg, le garçon de ferme, l'homme qui l'avait fâché avec son père, qui lui avait pris Sylvine. Toute la vilaine histoire, toute l'abominable saleté dont il souffrait encore. Il aurait couru, l'aurait étranglé. Mais déjà l'homme, au-delà des faisceaux, s'en allait, s'évanouissait dans la nuit. « Oh ! Goliath, murmura-t-il, pas possible. Il est là-bas, avec les autres si jamais je le rencontre. » D'un geste menaçant, il avait montré l'horizon envahi de ténèbres, tout cet orient violâtre, qui pour lui était la Prusse. Il y eut un silence. On entendit de nouveau la retraite, mais très lointaine, qui se perdait à l'autre bout du camp, d'une douceur mourante au milieu des choses devenues indécises. « Fichtre, reprit Honoré, je vais me faire pincer, moi, si je ne suis pas là pour l'appel bonsoir. Adieu à tout le monde. » Et ayant serré une dernière fois les deux mains de Weiss, il fila à grandes enjambées vers le monticule, où était parquée l'artillerie de réserve,
sans avoir reparlé de son père, sans rien avoir fait dire à Sylvine, dont le nom lui brûlait les lèvres. Des minutes encore se passèrent, et vers la gauche, du côté de la 2e brigade, un clairon sonna l'appel. Plus près, un autre répondit. Puis, ce fut un 3e, très loin. De proche en proche, tous sonnaient à la fois, lorsque Gaude, le clairon de la compagnie, se décida à toute volée des notes sonores. C'était un grand garçon, maigre et douloureux, sans un poil de barbe, toujours muet, et qui soufflait ses sonneries d'une haleine de tempête. Alors le sergent Sapin, un petit homme pincé et aux grands yeux vagues, commença l'appel. Sa voix grêle jetait les noms, tandis que les soldats qui s'étaient approchés répondaient sur tous les tons, du violoncelle à la flûte. Mais un arrêt se produisit. La poule, répéta très haut le sergent. Personne ne répondit encore. Et il fallut que Jean se précipitât vers le tas de bois vert, que le fusilier La Poule, excité par les camarades, s'obstinait à vouloir enflammer. Maintenant sur le ventre, le visage cuit, il chassait au ras du sol la fumée du bois, qui noircissait. « Mais tonnerre de Dieu! Lâchez donc ça, cria Jean. Répondez à l'appel. La Poule ahurie se souleva, parut comprendre, hurla un présent. D'une telle voix de sauvage, que Loubet en tomba sur le derrière, tant il le trouva farce. Pache, qui avait fini sa couture, répondit, à peine distinct, d'un marmottement de prière. Chouteau, dédaigneusement, sans même se lever, jeta le mot et s'étala davantage. Cependant, le lieutenant de service, Rochat, immobile, attendait à quelques pas. Lorsque l'appel finit, le sergent Sapin vint lui dire qu'il ne manquait personne, il gronda dans ses moustaches, en désignant du menton Weiss, toujours en train de causer avec Maurice. Il y en a même un de trop. Qu'est-ce qu'il fiche, ce particulier-là? Permission du colonel, mon lieutenant, crut devoir expliquer, Jean, qui avait entendu. Rochat haussa furieusement les épaules, et sans un mot, se remit à marcher le long des tentes, en attendant l'extinction des feux, pendant que Jean, les jambes cassées par l'étape de la journée, s'asseyait à quelques pas de Maurice, dont les paroles lui arrivèrent, bourdonnantes d'abord, sans qu'il les écoutât, envahi lui-même de réflexions obscures, à peine formulées, au fond de son épaisse et lente cervelle. Maurice était pour la guerre, la croyait inévitable, nécessaire à l'existence même des nations. Cela s'imposait à lui, depuis qu'il se donnait aux idées évolutives, à toute cette théorie de l'évolution, qui passionnait dès lors la jeunesse lettrée. Est-ce que la vie n'est pas une guerre de chaque seconde? Est-ce que la condition même de la nature n'est pas le combat continu, la victoire du plus digne, la force entretenue et renouvelée par l'action, la vie renaissant toujours jeune de la mort? Et il se rappelait le grand élan qu'il avait soulevé, lorsque pour racheter ses fautes, cette pensée d'être soldat, d'aller se battre à la frontière, lui était venue. Peut-être la France du plébiscite, tout en se livrant à l'empereur, ne voulait-elle pas la guerre. Lui-même, 8 jours auparavant, la déclarait coupable et imbécile. On discutait sur cette candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne. Dans la confusion qui peu à peu s'était faite, tout le monde semblait avoir tort, si bien qu'on ne savait plus de quel côté partait la provocation, et que, seul, debout, l'inévitable demeurait, la loi fatale qui, à l'heure marquée, jette un peuple sur un autre. Mais un grand frisson avait traversé Paris, il revoyait la soirée ardente, les boulevards charriant la foule, les bandes qui secouaient des torches, en criant « À Berlin, à Berlin !» Devant l'hôtel de ville, il entendait encore, montée sur le siège d'un cocher, une grande belle femme au profil de reine, dans les plis d'un drapeau et chantant la Marseillaise. Était-ce donc menteur? Le cœur de Paris n'avait-il pas battu? Et puis, comme toujours chez lui, après cette exaltation nerveuse, des heures de doute affreux et de dégoût avaient suivi. Son arrivée à la caserne, l'adjudant qui l'avait reçu, le sergent qui l'avait fait habiller, la chambrée empestée et d'une crasse repoussante, la camaraderie grossière avec ses nouveaux compagnons, l'exercice mécanique qui lui cassait les membres,
et lui apesantissait le cerveau. En moins d'une semaine pourtant, il s'était habitué, sans répugnance désormais. Et l'enthousiasme l'avait repris, lorsque le régiment était enfin parti pour Belfort. Dès les premiers jours, Maurice avait eu l'absolue certitude de la victoire. Pour lui, le plan de l'empereur était clair. Jeter 400 000 hommes sur le Rhin, franchir le fleuve avant que les Prussiens fussent prêts, séparer l'Allemagne du Nord de l'Allemagne du Sud par une pointe vigoureuse, et grâce à quelques succès éclatants, forcer tout de suite l'Autriche et l'Italie à se mettre avec la France. Le bruit n'avait-il pas couru un instant que ce 7e corps, dont son régiment faisait partie, devait prendre la mer à Brest, pour être débarqué en Danemark et opérer une diversion qui obligerait la Prusse à immobiliser une de ses armées. Elle allait être surprise, accablée de toutes parts, écrasée en quelques semaines. Une simple promenade militaire, de Strasbourg à Berlin. Mais depuis son attente à Belfort, des inquiétudes le tourmentaient. Le 7e corps, chargé de surveiller la trouée de la Forêt-Noire, y était arrivé dans une confusion inexprimable, incomplet, manquant de tout. On attendait d'Italie la 3e division, la 2e brigade de cavalerie restée à Lyon, par crainte d'un mouvement populaire, et 3 batteries s'étaient égarées, on ne savait où. Puis, c'était un dénuement extraordinaire, les magasins de Belfort qui devaient tout fournir étaient vides. Ni tente, ni marmite, ni ceinture de flanelle, ni cantine médicale, ni forge, ni entrave à chevaux. Pas un infirmier, et pas un ouvrier d'administration. Au dernier moment, on venait de s'apercevoir que 30 000 pièces de rechange manquaient, indispensables au service des fusils, et il avait fallu envoyer à Paris un officier, qui en avait rapporté 5 000, arrachés avec peine. D'autre part, ce qui l'angoissait, c'était l'inaction. Depuis 2 semaines qu'on se trouvait là, pourquoi ne marchait-on pas en avant ? Il sentait bien que chaque jour de retard était une irréparable faute, une chance perdue de victoire. Et devant le plan rêvé, se dressait la réalité de l'exécution, ce qu'il devait savoir plus tard, dont il n'avait alors que l'anxieuse et obscure conscience. Les 7 corps d'armée échelonnés, disséminés le long de la frontière, de Metz à Bitche et de Bitche à Belfort, les effectifs partout incomplets, les 430 000 hommes se réduisant à 230 000 au plus, les généraux se jalousant, bien décidés chacun à gagner son bâton de maréchal, sans porter aide aux voisins. La plus effroyable imprévoyance, la mobilisation et la concentration faites d'un seul coup pour gagner du temps, aboutissant à un gâchis inextricable, la paralysie lente enfin, partie de haut, de l'empereur malade, incapable d'une résolution prompte, et qui allait envahir l'armée entière, la désorganiser, l'annihiler, la jeter au pire désastre, sans qu'elle pût se défendre. Et cependant, au-dessus du sourd malaise de l'attente, dans le frisson instinctif de ce qui allait venir, la certitude de victoire demeurait. Brusquement, le 3 août, avait éclaté la nouvelle de la victoire de Sarrebruck, remportée la veille. Grande victoire, on ne savait. Mais les journaux débordaient d'enthousiasme. C'était l'Allemagne envahie, le premier pas dans la marche glorieuse. Et le prince impérial, qui avait ramassé froidement une balle sur le champ de bataille, commençait sa légende. Puis 2 jours plus tard, lorsqu'on avait su la surprise et l'écrasement de Wissembourg, un cri de rage s'était échappé des poitrines. 5 000 hommes pris dans un guet-apens, qui avait résisté pendant 10 heures à 35 000 Prussiens, ce lâche massacre criait simplement vengeance. Sans doute, les chefs étaient coupables de s'être mal gardés et de n'avoir rien prévu. Mais tout cela allait être réparé. MacMahon avait appelé la 1re division du 7e corps, le 1er corps serait soutenu par le 5e. Les Prussiens devaient, à 7 heures, avoir repassé le Rhin, avec les baïonnettes de nos fantassins dans le dos. Et la pensée qu'on s'était furieusement battu ce jour-là, l'attente de plus en plus enfiévrée des nouvelles, toute l'anxiété épandue s'élargissait à chaque minute sous le vaste ciel pâlissant. C'était ce que Maurice répétait à Weiss. Ah,
On leur a sûrement aujourd'hui allongé une fameuse raclée. Sans répondre, Weiss hocha la tête d'un air soucieux. Lui aussi regardait du côté du Rhin, vers cet orient où la nuit s'était déjà complètement faite, un mur noir, assombri de mystère. Depuis les dernières sonneries de l'appel, un grand silence tombait sur le camp engourdi, troublé à peine par les pas et les voix de quelques soldats attardés. Une lumière venait de s'allumer, une étoile clignotante, dans la salle de la ferme où l'état-major veillait, attendant les dépêches qui arrivaient d'heure en heure, obscures encore. Et le feu de bois vert, enfin abandonné, fumait toujours d'une grosse fumée triste, qu'un léger vent poussait au-dessus de cette ferme inquiète, salissant au ciel les premières étoiles. Une raclée, finit par répéter Weiss, Dieu vous entende. Jean, toujours assis à quelques pas, dressa l'oreille, tandis que le lieutenant Rochat, ayant surpris ce vœu tremblant de doute, s'arrêta net pour écouter. Comment, reprit Maurice, vous n'avez pas une entière confiance, vous croyez une défaite possible. D'un geste, son beau-frère l'arrêta, les mains frémissantes, sa bonne face tout d'un coup bouleversée et pâlie. Une défaite, le ciel nous en garde. Vous savez, je suis de ce pays, mon grand-père et ma grand-mère ont été assassinés par les Cosaques, en 1814, et quand je songe à l'invasion, mes poings se serrent, je ferai le coup de feu, avec ma redingote, comme un troupier. Une défaite, non, non, je ne veux pas la croire possible. Il se calma, il eut un abandon d'épaule, plein d'accablement. Seulement, que voulez-vous? Je ne suis pas tranquille, je la connais bien, mon Alsace. Je viens de la traverser encore pour mes affaires, et nous avons vu, nous autres, ce qui crevait les yeux des généraux, et ce qu'ils ont refusé de voir. Ah, la guerre avec la Prusse, nous la désirions. Il y avait longtemps que nous attendions paisiblement de régler cette vieille querelle. Mais ça n'empêchait pas nos relations de bon voisinage avec Bade, et avec la Bavière. Nous avons tous des parents ou des amis, de l'autre côté du Rhin. Nous pensions qu'ils rêvaient comme nous d'abattre l'orgueil insupportable des Prussiens, et nous, si calmes, si résolus, voilà plus de 15 jours que l'impatience et l'inquiétude nous prennent, à voir comment tout va de mal en pis. Dès la déclaration de guerre, on a laissé les cavaliers ennemis terrifier les villages, reconnaître le terrain, couper les fils télégraphiques. Bade et la Bavière se lèvent, d'énormes mouvements de troupes ont lieu dans le Palatinat, les renseignements venus de partout, des marchés, des foires, nous prouvent que la frontière est menacée, et quand les habitants, les maires des communes, effrayés enfin, accourent dire cela aux officiers qui passent, ceux-ci haussent les épaules. Des hallucinations de poltron, l'ennemi est loin quoi? Lorsqu'il n'aurait pas fallu perdre une heure, les jours et les jours se passent. Que peut-on attendre? Que l'Allemagne tout entière nous tombe sur les reins. Il parlait d'une voix basse et désolée, comme s'il se fût répété ces choses à lui-même, après les avoir pensées longtemps. Ah, l'Allemagne, je la connais bien aussi. Et le terrible, c'est que vous autres, vous paraissez l'ignorer autant que la Chine. Vous vous souvenez, Maurice, de mon cousin Günther, ce garçon qui est venu, le printemps dernier, me serrer la main à Sedan. Il est mon cousin par les femmes. Sa mère, une sœur de la mienne, s'est mariée à Berlin, et il est bien de là-bas, il a la haine de la France. Il sert aujourd'hui comme capitaine dans la garde prussienne, le soir où je l'ai reconduit à la gare, je l'entends encore me dire de sa voix coupante, « Si la France nous déclare la guerre, elle sera battue. » Du coup, le lieutenant Rochat, qui s'était contenu jusque-là, s'avança, furieux. Âgé de près de 50 ans, c'était un grand diable maigre, avec une figure longue et creusée, tannée, enfumée. Le nez énorme, busqué, tombait dans une large bouche violente et bonne, où se hérissaient de rudes moustaches grisonnantes. Et il s'emportait, la voix tonnante. « Ah ça! Qu'est-ce que vous foutez là, vous, à décourager nos hommes? » Jean, sans se mêler de la querelle, trouva au fond qu'il avait raison. Lui non plus, tout en commençant à s'étonner des longs retards et du désordre où l'on était, n'avait jamais douté de la raclée formidable que l'on allait allonger aux Prussiens. C'était sûr,
puisqu'on n'était venu que pour ça. Mais lieutenant, répondit Weiss interloqué, je ne veux décourager personne, au contraire. Je voudrais que tout le monde sût ce que je sais. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.